Je me réjouis beaucoup de donner la parole maintenant à Véronique Aubert. Véronique Aubert suit nos activités depuis très longtemps. Nous la connaissons depuis des années. Elle est consacrée professionnellement à la question des droits de l'enfant depuis très longtemps. Elle est responsable du département concernant les enfants en situation de conflit armé dans le cadre de l'ONG Save the Children. Nous profitons de sa présence momentanée à Genève pour qu'elle partage avec nous son travail et sa vision sur la protection des enfants en situation de conflit. Et je la remercie beaucoup de nous donner un petit topo qui permettra à cette Assemblée générale de prendre toute sa saveur. Merci beaucoup, Véronique. Nous sommes à ton écoute. Merci beaucoup, Daniel. C'est vraiment un très grand honneur pour moi de faire partie de cette Assemblée générale aujourd'hui. J'aimerais m'assurer juste que la présentation est apparue, que vous m'entendez, vous voyez. Fantastique. Alors, comme je disais, c'est vraiment un honneur d'être parmi vous ce soir pour différentes raisons, parce que c'est vrai que j'ai continué à suivre toutes ces années le programme de l'association et puis j'espérais toujours être là un jour à l'Assemblée générale. Et bon, finalement, je suis là, même si on est tous en Zoom, mais en tout cas, au moins ça nous permet de partager. Enfin, ça me permet. Je voulais vraiment commencer par dire que l'association Korczak a une place très spéciale dans ma vie parce que j'ai fait des rencontres fantastiques grâce à Vladimir Alperin qui m'avait gentiment invité à rejoindre l'association. J'ai découvert un grand nombre de participants qui, à l'époque où j'étais relativement jeune, étudiante, m'ont permis d'être inspirée et de découvrir vraiment ce qu'était la question des droits de l'enfant, y compris dans des situations extrêmement compliquées comme les conflits armés. Dans ce cadre-là, j'avais l'opportunité de visiter le Jardin de la Paix à Jérusalem, comme vous le savez, où les enfants juifs, chrétiens et musulmans sont élevés ensemble, de rencontrer le professeur Naranjo en Argentine et son travail dans les rues de Rosario, en impliquant l'éducation korczakienne, et Liana Borges de Criança Brasil, que j'avais rencontré à un séminaire de Korczak, et qui m'a permis de partir pour la première fois un petit peu plus loin de l'Europe, de mon pays, à Genève, et de pouvoir passer quelques mois dans une favela à répondre aux besoins d'enfants les plus démunis de la région dans des situations extrêmement difficiles. D'ailleurs, j'ai eu le grand bonheur de la recroiser l'année dernière et ça a été vraiment une opportunité de lui dire à quel point je la remerciais de m'avoir vraiment inspirée elle aussi. Donc voilà, une petite citation du Dr Korczak qui m'a suivie en fait toute ma vie. Je l'ai souvent eu sur certaines de mes présentations traduites, mais et je la trouve très belle. La place que je consacre dans ce livre, Comment aimer un enfant. Et attendez, il faut que je la prenne sur mon papier parce que voilà. La place que je consacre dans ce livre, Comment aimer un enfant, aux tribunaux d'enfants peut sembler à certains démesurée. Ce que j'y vois, moi, le premier pas vers l'émancipation de l'enfant, vers l'élaboration et la proclamation d'une déclaration des droits de l'enfant. C'est vrai que la Convention des droits de l'enfant est vraiment la pierre angulaire du mécanisme judiciaire qui existe, y compris pour la protection des enfants dans les conflits armés. Et très souvent, j'ai repensé au rôle qu'avait fait le docteur Korczak dans les situations les plus compliquées pour mener à l'élaboration de cet instrument. Donc, on me demande souvent quels sont les enfants les plus vulnérables avec lesquels nous devons. Alors, voilà, excusez-moi, j'ai manqué à une étape. Donc, en effet, selon les principes du Dr Korczak et le travail extraordinaire qu'il a fait pour mettre en exergue les besoins des enfants, les enfants ont des droits, même dans les situations de guerre. Et en effet, comme à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah qui ont emporté le Dr Korczak et tous ses enfants, aujourd'hui, les conflits continuent d'avoir un impact sur les communautés, fragmentant les familles, détruisant les systèmes
de soutien tels que les services éducatifs. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec une situation qui continue à se détériorer, vu que selon les recherches les plus récentes, on s'aperçoit qu'il y a des augmentations, on parle de 300% d'enfants qui sont blessés, tués, et dont les droits sont rouutinement bafoués. Et dans ce cadre-là, donc, on me demande souvent quels sont les enfants vulnérables aujourd'hui dans les situations de conflit. C'est difficile parce que c'est de spécialiser, mais comme vous vous en doutez bien, les enfants en situation de handicap physique ou mentaux, ceux qui peuvent en effet moins se défendre, les enfants réfugiés, déplacés, orphelins, les enfants qui travaillent, les enfants qui se retrouvent en tant que chef de la famille, les mères jeunes, adolescentes, ou alors les enfants nés du viol et d'abus sexuels. Au niveau des violences dont ils sont victimes, je pense que c'est quelque chose dont le docteur Korczak serait bien familier. Ces violences sont en effet multiformes. Elles sont parfois visées par rapport à un enfant ou de façon concomitante ou successive. Et alors, en vrac, ça passe des négligences lourdes aux violences d'ailleurs qui peuvent être commises entre enfants, violences collectives, violences institutionnelles, violences physiques, scolaires, socio-économiques, violences sexuelles et psychologiques. Donc voilà, j'ai passé énormément de temps à essayer d'enquêter, de documenter les violations qui étaient commises sur les enfants pour différentes raisons. En partie pour permettre à ce qu'une réponse humanitaire puisse être déployée au plus vite, souvent dans des conditions, dans des pays où les systèmes socio-économiques sont en général très souvent très amoindris, si ce n'est presque inexistants. Et donc, dans ce cas-là, vraiment un besoin d'identifier en fait l'impact que ces violations peuvent avoir sur les enfants. Et puis, il y a aussi toute la question de la justice sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, toujours dans le cadre des droits de l'enfant et des principes de droit humanitaire, en cherchant à documenter au maximum les crimes qui sont commis contre les enfants, afin de lutter contre l'impunité qui perdure. Vous savez bien qu'au niveau de tout ce qui est impunité, les crimes contre les enfants sont rarement la priorité, malheureusement. Et donc, essayer d'obtenir un maximum de preuves, d'évidence pour que peut-être un jour, les responsables puissent être traduits en justice. Et donc, toutes ces documentations, évidemment, alors pour répondre aux besoins humanitaires, il est toujours très important de s'attarder à la question de l'âge, de la taille physique, du niveau de développement, parce qu'évidemment, l'impact de ces violations dans la guerre va varier grandement en fonction de l'âge. Et je dis toujours à mes collègues, je donne beaucoup de formations aux Nations Unies ou autres, à des avocats qui font des enquêtes, etc. Il faudrait autant d'experts que d'âge au niveau des enfants, parce que c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on a une expertise vis-à-vis des enfants de 4-5 ans, on aura la même situation avec des enfants de 14 à 15 ans, évidemment. Donc, tous ces impacts vont varier, mais on voit qu'évidemment, ces impacts sont très grands. Et souvent, je repense à la façon dont le docteur Korczak décrivait un petit peu l'impact des violences et des violations contre les enfants. Et on voit que voilà, aujourd'hui, on se retrouve toujours avec un impact physique, il y aura un impact sur la croissance, des maladies, un impact psychologique, une stigmatisation, évidemment. Et puis, je l'ai mis en gras, une perte d'accès à l'éducation. C'est un des sujets sur lesquels je travaille pas mal en ce moment parce que, évidemment, quand on ne dit pas d'éducation, manque de perspective et un cycle de pauvreté qui puisse augmenter. Donc, le docteur Korczak a été un des précurseurs à avoir mis en place ou essayer de faire des propositions par rapport à cette charte dont il rêvait et qui, moi, je pense aujourd'hui a été plus tard cette déclaration sur la question des droits de l'enfant, qui ensuite a été développée en 96 par la représentante spéciale du secrétaire général à l'époque, Ban Ki-moon, l'ancienne ministre de l'Éducation, Graça Machel, qui avait fait un rapport extrêmement, je me souviens qu'on en avait parlé avec l'association à l'époque, extrêmement perturbant, qui décrivait vraiment la situation des enfants dans les conflits, qui était vraiment une question qui n'était pas du tout mise en exergue et sur le plan des discussions internationales et nationales.
Et donc, depuis 1996, s'est développé tout un système de protection avec une volonté de surveillance au niveau international et donc un développement, une catégorisation des 6 violations graves qui sont commises contre les enfants. Donc, on parle du recrutement, des meurtres, des violences sexuelles, attaques contre les écoles et hôpitaux, enlèvement d'enfants et déni d'accès humanitaire. Alors, moi, je pense que cette catégorisation a été utile. Elle a apporté un certain nombre d'outils, même s'il manque évidemment un grand nombre de violations. Vous me direz, la question des enfants en détention, etc. Donc, ces violations, comme vous le savez, constituent des violations du droit international. Moi, j'ai passé pas mal de temps à travailler sur la poursuite des auteurs qui peuvent être responsables, avec un objectif de réduire la fréquence des violations et puis, évidemment, à apporter une réponse alors à ces violations. Et de nouveau, une citation du Dr. Chuck Korczak qui m'a à nouveau beaucoup accompagnée. C'est là qui parle du fait que les enfants ont droit de citer des adultes devant le tribunal, le personnel y compris. En ce qui me concerne, j'ai été jugée 5 fois. J'affirme que ces quelques procès ont été la pierre angulaire de ma propre éducation. Ils ont fait de moi un éducateur constitutionnel qui ne fait pas de mal aux enfants, non pas parce qu'il a de l'affection pour eux ou qu'il les aime, mais parce qu'il existe une institution qui les défend contre l'inégalité, l'arbitraire et le dépotisme de l'éducateur. Et on peut, je pense, souscrire par éducateur, l'État et d'autres institutions qui sont censées protéger les enfants, y compris dans les situations de conflit. Donc, depuis le Dr Korczak s'est développé non seulement la Convention relative aux droits de l'enfant, avec tout un mécanisme judiciaire de protection, et puis en parallèle, un mécanisme spécialisé des Nations Unies sur ces violations graves. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet ce soir, mais c'était juste pour vous donner une image un petit peu graphique des différents instruments qui depuis ont été développés. À mon grand regret, avec bien souvent un manque de priorité pour la question des crimes contre les enfants, mais enfin bon, ils sont là, ils sont mis en place, il y a déjà une certaine avancée. Et puis là, de nouveau, au niveau… j'adore ce graphique parce qu'il est tellement compliqué. Il montre tout un système extrêmement compliqué de surveillance quand un enfant est victime de violations graves, une de ces 6 violations, avec tout un système qui se met en place pour y répondre jusqu'au secrétaire général des Nations Unies qui est censé prendre des mesures et appeler les auteurs par rapport aux violations qu'ils ont commises. Alors, moi, j'ai eu l'opportunité, je ne sais pas si c'est vraiment une opportunité, mais de travailler de façon assez en profondeur sur la plupart de ces violations graves, essentiellement en Afrique, où j'ai passé beaucoup d'années dans des situations de conflit dans différentes régions de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Afrique de l'Est. Passer donc beaucoup de temps à essayer de documenter ces violations, mais dans un but de réponse. Alors, une réponse de programme de réponse d'urgence humanitaire, pour pouvoir apporter un soutien médical, nutritionnel et puis aussi scolaire, mais aussi une réponse juridique. Et par exemple, sur cette question des enfants soldats, ça a été au début de ma carrière un des sujets où collectivement j'ai pu contribuer avec un certain nombre d'acteurs à permettre à cette question d'être mise en exergue et puis à avoir une certaine pression par rapport à cette problématique sur ceux qui étaient responsables de recrutement d'enfants. Et puis même au niveau juridique, je n'oublierai jamais le jour où la Cour pénale internationale a décidé de traduire en justice Thomas Lubanga, un des grands recruteurs d'enfants en République démocratique du Congo, un cas sur lequel j'avais beaucoup enquêté. Et c'est vrai que ça paraît être un poisson dans une mer dans un océan de responsables, mais l'impact, malgré tout, est là. Il y a un certain tabou qui se crée autour d'une pratique comme celle-là, et malgré tout, on dit en anglais un deterrent, mais ça a eu un effet, malgré tout, de décourager. La situation reste problématique et compliquée, y compris dans ce pays-là, mais dans d'autres.
Mais voilà, donc de quoi on parle quand on parle d'enfants? Eh bien, quel est le rôle? L'organisation pour laquelle je travaille retire ces enfants des groupes armés. Donc souvent, mes rapports indiquent où sont ces enfants, le nombre de filles, de garçons, le genre de violation qu'ils ont, dont ils ont été victimes, ce qui indique aussi la réponse qu'il ne va pas pouvoir y avoir. Et puis ensuite, alors, tout le travail de documentation et d'enquête plus en profondeur. Donc, souvent des enfants utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, espions à des fins sexuelles, messagers. Ces enfants-là sont, on se demande s'ils sont engagés par eux-mêmes. Alors parfois, c'est pas vraiment qu'ils ont le choix, mais ils se sont retrouvés sur le site d'un massacre, tout seuls, et voilà. Parfois, c'est l'opportunité d'avoir une éducation. Parfois, c'est l'idéologie. Et puis parfois, c'est des recrutements forcés. Donc, essayer de mettre la pression pour empêcher ceci de se passer. Souvent, les garçons sont utilisés comme combattants et donc exposés. Les filles sont assignées à des tâches d'espionnage domestique, mais ça, c'est vraiment une généralité parce que d'un autre côté, j'ai rencontré un grand nombre de cas où les filles avaient été envoyées comme combattants et les garçons avaient été utilisés comme esclaves sexuels. Donc, au niveau du droit humanitaire, il y a une interdiction et la Convention des droits de l'enfant par rapport à ce droit de ne pas être recruté. Une autre violation sur laquelle, la deuxième grave violation, c'est les meurtres et les mutilations d'enfants. On voit aujourd'hui que les enfants sont visés de façon de plus en plus systématique, d'une certaine façon. Alors ça touche en effet les écoles. On sait très bien que quand on parle de 1500 attaques au Yémen dans les écoles, sur des écoles, etc., il y a une volonté spécifique de viser les enfants. On l'a vu dans le cas de la Syrie aussi. On rentre vraiment dans le cœur de la destruction de l'ennemi quand on tire la nouvelle génération dans ses activités, etc. Ensuite, il y a toute la problématique de la violence faite aux enfants, qui est extrêmement fréquente. Ça a été un autre sujet sur lequel j'ai passé des années, à un moment où finalement c'était un petit peu encore tabou. On ne parlait pas tellement des violences faites aux femmes, ni aux enfants, et encore moins aux hommes. Donc j'avouerai que là, on a eu un petit peu un sentiment de faire un certain nombre de progrès dans les années 2008 et 2015, avec à la fois au niveau juridique un certain nombre de cas ou d'enquêtes qui ont pu finalement mener à certains responsables d'être traduits en justice pour viol, en général contre des femmes, pas encore contre des enfants, j'y travaille, mais par contre de mettre en avant sur le plan de la scène cette problématique. Donc évidemment, là on parle du viol, de l'esclavage sexuel, des prostitutions, des grossesses forcées, des avortements. J'avoue que c'est aussi la question, alors c'est tout ce qui est la question du mariage forcé, etc. En ce moment, le Covid est vraiment un grand problème parce qu'avec ces écoles qui sont toutes fermées, ça rend les enfants dans ces régions-là extrêmement vulnérables, alors au recrutement, comme je parlais juste avant, ou alors aux violences sexuelles, parce qu'il n'y a plus cette espèce de garantie que peut apporter une école et un engagement dans un système éducationnel. Les attaques contre les écoles et les hôpitaux est donc la quatrième violation grave. On appelle ça une grave violation. Donc, on parle là des attaques contre les écoliers, ou alors contre les malades de façon spécifique, ou alors des attaques contre les bâtiments, ou alors contre le personnel éducationnel ou hospitalier. Donc, c'est intéressant pour moi parce que c'est une problématique sur laquelle je travaille passablement en ce moment. Depuis ces dernières années, je gère une coalition qui comprend des agences onusiennes, les plus grandes agences onusiennes, UNICEF, UNHCR et UNESCO, et des organisations de droits humains, Human Rights Watch et autres, et des organisations humanitaires comme CDHR, etc., avec des mandats très différents, mais qui se retrouvent autour de la volonté de dénoncer et de documenter et de répondre à cette question des attaques. Il faut savoir qu'il y a eu vraiment une augmentation extrêmement forte des attaques contre les écoles dans ces 10 dernières années, une continuation des attaques contre les hôpitaux. Et pour ce qui est
Donc, ça met non seulement les enfants en danger, mais ça perturbe également leur apprentissage, ça met évidemment limite leur accès aux soins médicaux, ça entraîne des effets permanents sur leur éducation. Alors, je vais m'arrêter un tout petit peu sur les attaques contre les écoles, parce que vraiment, j'ai très souvent à penser au docteur Korczak, qui, aussi bien dans les ghettos que plus tard, a essayé continuellement de garder une espèce d'éducation pour les enfants, une espèce de normalité qui s'est bâtie coûte que coûte pour les garder dans un système qui était, comme on sait, plus ou moins rassurant, puis aussi qui donne de l'espoir d'une certaine façon. Et donc, je pense que le processus d'aujourd'hui pour essayer de dénoncer et de documenter et de répondre à ces attaques contre les écoles, il l'aurait soutenu. Donc, là, je donne quelques chiffres qui indiquent un petit peu et il faut savoir que c'est un sujet sur lequel on se pose pas vraiment parce qu'il n'a pas forcément le même résonance que ce qui est recrutement d'enfants soldats, violences sexuelles, etc. Mais l'impact sur le long terme est énorme. Donc, on parle de 93 États dans lesquels il y a cette utilisation ou ces attaques contre les écoles, 22 000 attaques. Et donc, ce sont des bombardements, ainsi que des morts, des mutilations, des viols, des arrestations arbitraires, le recrutement des enfants dans les écoles ou alors en route. C'est un endroit c'est souvent un point favorisé de ceux qui recrutent, etc. Donc, ces dernières années, grâce au soutien du gouvernement de la Norvège et de l'Argentine, a été mis en place une déclaration dont l'objectif est d'influencer principalement les militaires dans leurs actions. Il faut savoir que j'ai parlé avec beaucoup de militaires pour qui ça a été vraiment une nouveauté. Je me souviens, par exemple, en Somalie, avoir des discussions pour expliquer pourquoi le rôle de l'école était si important, etc., ou au Nigeria. Parfois, on assume qu'il y a une compréhension du sanctuaire que devrait être une école, et c'est bien souvent pas le cas, pour des raisons multiples. Et donc, cette déclaration a été développée. Avec cette fois-ci, c'est le pendant du droit humanitaire qui se veut plutôt punitif. Et là, avec plutôt un encouragement des États à endosser cette déclaration ou alors à suivre en tout cas ces principes. C'est le cas de certains États qui n'ont pas endossé, mais qui suivent et qui appliquent ces principes pour certaines raisons, et dont les principes sont justement d'influencer les militaires sur leurs actions quant à l'utilisation et aux attaques contre les écoles, et puis aussi un certain nombre d'autres points comme l'assistance aux victimes, la collecte de données, les enquêtes, la sensibilité au conflit, etc., etc. Je pourrais en parler des heures, mais là, j'avance. Ce qui est positif, c'est qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place dans des pays où il y avait un grand besoin. Je mentionnais le Nigeria, mais il y a toute une liste de pays qui, depuis le Mali, etc., où un certain nombre de mesures ont pu être mises en place pour rétablir et protéger cet accès à l'éducation dans les conflits, pour reformer les forces armées. Il y a même un certain nombre de groupes armés qui ont été formés. Le CICR a soutenu de façon inconditionnelle ce processus depuis le début et permet un certain nombre d'engagements avec les groupes armés qui sont bien souvent ceux responsables de ces attaques, évidemment. Et donc, récemment, le Conseil de sécurité a fait une déclaration qui allait en soutenant par rapport à cette déclaration en engageant les États à l'endosser. On a obtenu une première journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour l'association Korczak d'être au courant parce que c'est le 9 septembre et là, cette année était la première fois, mais j'ai justement fait un discours dans lequel je commençais avec une citation du Dr Jagnus Korczak. Ensuite, évidemment, il y a un certain nombre de conférences qui ont été organisées. La prochaine sera en Nigeria, et puis tout un réseau mis en œuvre. La cinquième violation, c'est la question de tout ce qui est les enlèvements sur les enfants. Ça se recoupe avec les autres violations graves
dont je parlais, comme le recrutement et autres. Et puis, voilà, la dernière violation, c'est le refus de l'accord d'accès à l'aide humanitaire, du livre passage, etc. Donc, en ce qui me concerne, j'ai vraiment eu l'opportunité, depuis que j'ai fait mes études, de rentrer de façon constante sur cette question-là, sur une certaine thématique ou une autre. Aujourd'hui, je continue à soutenir le message du Dr Korczak par rapport à l'importance de permettre à ce que les enfants aient accès à la justice. Et dans un processus de produire toute une étude avec l'université de Oxford sur tout ce qui est la question justement du processus juridique par rapport aux violations et aux crimes qui sont commis contre les enfants dans les conflits armés, parce qu'on se rend bien compte, en tout cas moi, de ma courte expérience de ces 20 dernières années, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre d'enquêtes qui ont abouti à des prosecutions, à la traduction en justice d'auteurs de crimes contre les enfants, alors qu'on sait que les chiffres sont absolument ahurissants et ne font qu'augmenter. Donc voilà, pour conclure, je voulais dire vraiment que le Dr Korczak m'avait vraiment accompagnée tout au long de mon aventure professionnelle. C'est vrai que ça a été des années très, très intenses, avec beaucoup d'éléments positifs, mais parfois des grands reculs en arrière, mais toujours avec cette petite phrase qui, pour moi, en tout cas, me touche beaucoup, qui est de nouveau une petite citation du Dr Korczak par rapport à la fait que la vie donne corps aux rêves, et c'est à partir des rêves que se construit la réalité. Et évidemment, je n'ai pas du tout eu le contexte du Dr Korczak, mais je me la suis appropriée. Et je pense qu'en ayant souvent rêvé à un monde dans lequel les enfants dans les situations de conflit et dans les enfants dans la guerre puissent bénéficier d'une meilleure protection, que ces crimes soient prévenus, empêchés, ou alors au moins qu'il y ait une réponse quand ils sont commis, une réponse à la fois humanitaire, médicale, sociale, nutritionnelle, mais aussi juridique. Voilà, je pense que ces rêves, d'une certaine façon, m'ont permis, petite échelle, petite goutte petite goutte d'eau dans l'océan, de parfois construire une certaine réalité un petit peu meilleure, tout en suivant l'exemple du Dr Korczak. Merci. Merci beaucoup. On voudrait applaudir, mais c'est un peu compliqué par Zoom. Mais merci beaucoup, Véronique, pour cette très belle présentation, belle et touchante et attristante en même temps, parce que le profil que tu viens de dessiner sur les violations des droits de l'enfant à travers le monde, et notamment dans les lieux avec des conflits armés, font véritablement froid dans le dos. Je vais peut-être poser la première question pour aussi libérer la parole des autres, mais juste d'un point de vue très pragmatique, de détail, tu nous as dit que le GCPA avait recensé en 5 ans 11 000 attaques contre des écoles dans 93 pays, mais je n'ai pas compris, peut-être que j'étais inattentif. Qu'est-ce que c'est que le GCPA? PEA. Alors, merci pour cette question, Daniel. C'est justement la coalition dont je parlais, c'est the Global Coalition to Protect Education from Attack, donc GCPA, qui est une coalition d'organisations et d'institutions qui se sont regroupées il y a 10 ans sur cette question des attaques contre les écoliers universitaires, écoles et universités, se rendant compte que c'était une problématique qui existait depuis toujours, mais qui se faisait de plus en plus fréquente. Et dans ce cadre-là,
ont décidé de rejoindre leurs forces. C'est des organisations qui sont extrêmement différentes, vu que c'est les 3 plus grandes agences onusiennes, l'UNICEF, le Haut Commissariat pour les réfugiés et l'UNESCO, Human Rights Watch, des organisations humanitaires comme Save the Children, Plan International et d'autres. Donc des organisations qui ont des mandats très très différents, mais qui se retrouvent sur cette problématique à documenter les attaques qui sont commises et puis à essayer de proposer des réponses ou des moyens de faire changer cette situation. Alors, comme je parlais, la déclaration sur la protection dans les écoles, officiellement, c'est vraiment un processus étatique, mais officieusement avec un petit peu de soutien de la société civile à la base, de vouloir essayer de recommander aux militaires une marche à suivre qui soit peut-être différente. C'est des lignes directrices qui recommandent comment éviter d'utiliser les écoles avec toute une explication pourquoi, parce qu'évidemment, toute la problématique de l'utilisation des écoles n'est pas couverte par le droit international humanitaire. À l'époque, les écoles étaient peut-être moins utilisées à des fins militaires qu'aujourd'hui. Et puis surtout, la problématique de l'enfance, à part pour certains comme Janusz Korczak et autres, n'était souvent pas une priorité. Et ça se retrouve dans l'élaboration des conventions de Genève. Et donc, de ce fait-là, il a fallu essayer d'obtenir des conseils de militaires, de juristes, etc., pour développer des lignes directrices qui pourraient être utiles aux militaires, comprises par des militaires, pour se rendre compte que d'utiliser des écoles, soit pour y mettre des munitions, soit pour s'installer, soit pour parce qu'ils font partie de la même communauté, etc., a des impacts sur les enfants, parce qu'évidemment, ça transforme l'école en un objectif militaire, et on a bien vu souvent des écoles qui sont bombardées justement parce qu'elles sont utilisées par la partie inverse, et puis aussi, bon, ce qui est recrutement, etc., etc. Et donc, pour nous, c'est positif de voir que ces lignes directrices ont été adoptées par un certain nombre de gouvernements, ou alors pas forcément officiellement, mais utilisées, et puis qu'un certain nombre de mesures ont été prises. Et donc, c'est ça que la coalition fait. Il y a aussi publié un certain nombre d'études. On a publié un rapport qui s'appelle Education Under Attack, qui regarde les violations qui sont commises contre les enfants dans ce contexte d'accès à l'école, soit dans les écoles, soit en se rendant à l'école, sur le chemin de l'école. Et puis en même temps, essayant d'engager au niveau plaidoyer international pour que ces questions soient discutées. C'est pour ça que nous, on est très contents que le Conseil de sécurité ait fait ce message au niveau du président du Conseil de sécurité pour recommander aux États de faire attention à cette déclaration et à ce qu'il y a dedans, parce qu'en fait, c'est des outils, c'est pas un outil punitif, ce n'est pas le droit humanitaire, etc., etc. C'est vraiment un outil qui peut permettre à certains États d'adapter leur conduite par rapport aux enfants qui accèdent à l'école dans un certain nombre de situations de conflit. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres que moi voudraient profiter de la présence de Véronique pour lui poser des questions? Nous avons parmi… Oui, moi? Oui, Colette. Oui, oui, justement, c'est avec ce qui vient d'être dit, justement sur les conséquences des conflits. Moi, ça m'interroge beaucoup, et particulièrement par rapport à ce qu'on a vécu en France et qui a produit vraiment des interrogations. Comment intervenir dans cette situation, à la fois la situation politique, mais aussi par rapport à ce qui se passe dans la pandémie, où on voit à la fois des adultes, mais aussi des enfants qui sont terriblement perturbés, quoi. Voilà. Et il y a des attaques assez violentes. Je vois par rapport, dans l'endroit où je vis, justement par rapport
à des mineurs voilà, non accompagnés et puis qui ne trouvent pas actuellement, et par rapport à la pandémie, des lieux où ils sont mis à l'abri, quoi, voilà. Et alors on dit bah c'est de leur faute, ils n'avaient qu'à pas immigrer, etc. Enfin voilà, c'est vraiment une situation d'angoisse, quoi. Merci pour ce commentaire. Je suis complètement d'accord. Hein, la France n'est pas dans une situation de conflit armé en ce moment, mais c'est vrai que les jeunes qui se retrouvent aujourd'hui sans pouvoir avoir accès à un système éducationnel à cause de la pandémie se retrouvent comme des enfants extrêmement vulnérables, extrêmement à risque. Alors à risque de violences domestiques au niveau familial, à risque de décrochage éducationnel et de se retrouver embarqués justement dans des gangs, etc. Je viens de lire un rapport d'une collègue qui va le publier bientôt sur la situation à New York, où sur 1 million d'enfants, 70 ne bénéficient pas du soutien, enfin ont besoin du soutien de l'État pour avoir les repas de matin, midi, soir. Et ils estimaient qu'à peu près 40% ne retourneraient pas à l'école parce que maintenant, après trop de mois, se retrouvent engagés dans des petits boulots. C'est surtout pour les plus âgés, les ados, mais ça fait peur. Je suis complètement d'accord et je peux complètement imaginer la situation et le désarroi auquel vous assistez. Moi, en étant à Londres ces derniers mois, je voyais constamment il y a déjà une espèce de tension et d'insécurité par rapport à la situation économique et on peut complètement imaginer que ça va, pour ceux qui sont déjà dans une situation économique précaire, pour tous ces jeunes, la situation de la pandémie malheureusement et le manque d'accès à l'éducation est extrêmement problématique. Et c'est la même chose vraiment pour les situations de conflit où souvent les écoles sont l'endroit où les jeunes se retrouvent démobilisés, une certaine réhabilitation pour ceux qui ont été victimes de violences sexuelles ou autres. Voilà, il y a plus ce contexte et on se rend bien compte que l'impact va être extrêmement lourd. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Michael? Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ou... D'accord. Je remercie Véronique pour son intervention, pour sa présentation. Et j'avais juste une question très, très simple qui concerne les enfants soldats, par exemple. Donc, c'est des enfants qui sont impliqués justement. En France, il y a eu des cas d'enfants qui veulent défendre l'honneur de leur religion, qui vont égorger un professeur, etc. Mais il y a beaucoup d'armées dans le monde qui recrutent des enfants et qui leur apprennent à utiliser des armes. Et voilà, ma question concernait ça, c'est-à-dire des enfants qui veulent se battre, mais on veut qu'ils utilisent leur temps pour des choses plus constructives que le conflit armé. Et on a eu même en Suisse des cas de mineurs qui sont allés en Syrie se battre, etc. Voilà, c'était ma question sur cette problématique-là. Non, je pense que c'est un très bon point. Et ça rejoint toute cette question de la dépravation économique qui se combine souvent avec l'idéologie. Mais c'est vrai que on voit, alors il y a toute cette problématique, justement, comme tu parlais de la Syrie, avec des jeunes. Et c'est intéressant de voir qu'en Syrie, avant le conflit, le niveau d'éducation de l'école primaire était quasi au niveau européen et au niveau secondaire était à 88%. Et aujourd'hui, bon, on se retrouve avec 800 écoles ces derniers mois attaquées, etc. etc. Et donc, voilà, ça fomente. C'est sûr que le manque d'accès à l'éducation fomente, permet encore plus d'inculquer certaines idéologies extrêmes, peut
donner une opportunité, paraître de donner une opportunité économique, etc. etc. C'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup à cette question de la préservation de l'éducation, parce qu'après avoir travaillé pendant des années sur le recrutement des enfants, sur la violence, etc., je pense qu'au cœur, une des choses qu'on peut faire, c'est permettre aux enfants d'avoir un accès à l'éducation, parce que sinon, en effet, ça amène à une possibilité de manipulation de l'enfant pour des causes radicales dont tu es en train de parler, extrêmement probables et propices. Donc, je pense que quand on parle de l'éducation ayant comme un agent de la paix et un des éléments qui peut permettre d'apaiser les conflits, etc., je pense que c'est vraiment le cas. Et à l'inverse, une éducation qui s'arrête, c'est un manque d'opportunités pour ces jeunes, c'est un manque d'alternatives et de possibilités de manipulation encore plus grandes pour des idéologies qui peuvent être attrayantes à un certain âge, d'autant plus quand les conditions socio-économiques sont moindres. Merci beaucoup, Véronique. D'autres questions? Cécile? Moi, je voulais revenir aussi sur la question des enfants soldats qui me touche beaucoup et j'aurais voulu savoir si le travail notamment de Save the Children ou le HCR, comment vous faites pour travailler à la résilience de ces enfants? Quand on réussit à les sortir de ces groupes armés, comment on travaille avec eux? Moi, ma solution, elle n'est pas très originale, mais je pense que l'éducation. Je veux dire, il y a différents éléments qui peuvent être mis en place, un soutien psychosocial, heureusement, enfin, le plus possible culturellement proche du contexte, c'est le mieux, etc. etc. Mais je pense que l'éducation, non seulement apporte un certain cadre de normalité, permet de combattre la stigmatisation, qui est souvent un des gros problèmes pour les jeunes qui sont démobilisés et qui retournent dans leur communauté, parfois après avoir commis des actes extrêmement graves. Ça permet aussi une opportunité de se construire un futur, des opportunités. Donc, en général, une fois enfin, voilà, sur cette question de la résilience, je pense que mes collègues qui développent ces programmes et qui les mettent en place tous les jours seraient d'accord avec moi. Maintenant, il y a aussi tout un programme psychosocial qui peut s'accompagner, soutien des communautés, des familles, etc. Mais je pense qu'un retour à l'école, dans une école bien encadrée, c'est le rêve. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est l'idéal. Merci beaucoup. D'autres questions? Je vois parmi nous deux éminents collègues qui ont beaucoup travaillé sur ces problèmes d'éducation et d'enfants en précarité. Il y a Yvon Heller, il y a Françoise Naringue. Comment est-ce que vous voyez le travail de Save the Children et les possibilités de mettre fin à ces pratiques violentes, souvent appuyées par les États où elles ont lieu? Est-ce qu'il y a moyen véritablement, Véronique, Yvon, Françoise, de convaincre les 10 gouvernements de changer leurs pratiques? Et si oui, par quelle méthode? Parce que par analogie, le CICR essaye toujours d'œuvrer par des actions diplomatiques discrètes, mais on n'est pas toujours convaincu de leur efficacité. On se demande parfois s'il ne vaudrait pas mieux mettre au banc les États qui violent ainsi les droits de l'enfant, et si on ne devrait pas peut-être les dénoncer publiquement lorsqu'une école est bombardée, dire voilà, tel gouvernement ne respecte pas les conventions et en faire état dans les journaux. Mais ça n'est peut-être pas plus constructif. Donc ma question s'adresse à toi, Véronique, mais aussi à Yvon et à Françoise, parce que vous avez des expériences peut-être à partager. Moi, je veux bien intervenir. C'est Yvon Heller. Donc,
Je pense simplement, moi je collabore beaucoup avec l'ISOP, qui est une organisation internationale de pédiatrie sociale, et il y a une année, elle avait organisé un congrès à Beyrouth sur justement le thème dont vous parlez, et merci de votre très bonne présentation, sur l'enfant et la guerre. Elle a fait d'ailleurs une déclaration concernant l'enfant et la guerre. Alors comme c'est une association essentiellement pédiatrique, elle met en avant beaucoup l'importance du rôle des pédiatres, hein, qui sont en contact avec les enfants et qui peuvent jouer, et ça j'ai l'impression que beaucoup de pédiatres oublient que dans ce type de problématique, ils peuvent jouer un rôle comme ils sont en première ligne, ils voient un certain nombre d'enfants. Et puis, un deuxième point peut-être que je pouvais faire, quelqu'un parlait des mineurs non accompagnés, et c'est vrai que ça reste un problème. Moi, je ne peux que parler pour la Suisse, qui est le pays que je connais. Je ne pense pas que les droits humains et la Convention des droits de l'homme sont toujours respectés déjà dans un pays comme la Suisse par rapport aux besoins de ces adolescents, indépendamment de tous les efforts qui sont faits par les personnes, que ce soit l'école, les médecins, les assistants sociaux qui sont en première ligne. Il manque ça c'est ma perception personnelle, d'un soutien politique, même dans un pays comme la Suisse, avec toutes les ONG qui existent, et que là, j'ai l'impression qu'il faut agir plus à un niveau politique. Enfin, peut-être là, vous pouvez, Madame Aubert, vous exprimer ce que vous pensez du rôle des politiques dans un pays comme la Suisse ou la France pour permettre que les droits de l'enfant et les droits humains soient respectés. Oui, alors je vais en profiter pour faire un peu de publicité, hein, parce que c'est vraiment l'objectif de cette coalition, de vraiment documenter de façon très sérieuse, le plus neutre et impartial possible, ces violations, et puis de les rendre publiques pour que ce soit vraiment sur une base solide, que se fassent des allégations. Il faut faire toujours très attention à ne pas envenimer les choses, etc. Et donc, l'objectif, c'est vraiment… Et c'est donc, je pense, grâce à cette recherche qui a été toujours faite de façon très rigoureuse et sérieuse, qu'on a obtenu une crédibilité qui a permis justement qu'aujourd'hui, 106 États aient endossé la déclaration sur la protection des écoles, avec une volonté, souvent une crainte de se faire mettre à l'index pour ne pas l'avoir fait, pour ne pas avoir pris des mesures, etc. etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une balance entre les encouragements quand les États prennent des mesures, quand les États font attention, expliquent, répondent, avec une condamnation. Et d'ailleurs, ce que je montrais comme mécanisme onusien de surveillance, de schéma très compliqué, c'est vraiment ça. C'est un processus dans lequel sont nommés certains responsables. Maintenant, le problème, c'est que ces processus peuvent être politiques, donc ça devient compliqué, mais à la base, il y a vraiment une volonté d'essayer de souligner les responsables. Et en tout cas, par rapport aux attaques contre les écoles, on essaye de le faire de plus en plus systématique, à la fois quand il y a des attaques par des groupes armés ou par des gouvernements, mais aussi tout en encourageant, on essaye d'être médiatique et de publier aussi les mesures qui sont prises pour remédier à ces problèmes-là et pour essayer de répondre et de faire changer au niveau des formations militaires, des départements de la défense, des affaires étrangères, etc. Le gouvernement suisse a beaucoup soutenu ce processus dès le début, a été un des premiers États qui a endossé la déclaration, soutient énormément la question de l'éducation dans les conflits, aimerait même de faire de Genève le hub mondial sur la question de l'éducation dans l'urgence.
Donc, je pense que ça vaudra la peine de voir un petit peu dans ce cadre-là, et je suis sûre qu'ils seraient intéressés aussi à faire certains liens avec l'association Korczak. Est-ce que je peux faire une remarque supplémentaire? Moi, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire sur le rôle des politiques, vraiment, où je pense que c'est très important, effectivement, qu'il y ait un mouvement politique au niveau d'un pays ou de région. Ce que je voulais peut-être ajouter, c'est que concrètement, dans nos pays européens, par exemple, en Suisse ou à Genève, on voit que le rôle des ONG est vraiment primordial aussi. Donc, je pense que ce qu'on voit par exemple dans les interventions préliminaires non accompagnées à Genève, c'est que ce sont les ONG qui apportent de la souplesse et de l'adaptation pour des situations individuelles qui sont très très différentes les unes des autres. Alors, il y a des jeunes qui adhèrent très bien, je dis des jeunes parce que moi je m'occupe d'adolescents, mais qui adhèrent très bien à l'école et puis qui vont rentrer dans le système suisse assez facilement. Mais il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'une histoire douloureuse ou d'une histoire absente avec l'école, qui ont été peut-être à l'école quelques jours dans leur vie, puis qui arrivent à Genève dans un système déjà très cadré. Et donc, je pense que pour beaucoup, l'aide des associations est très importante. Et puis peut-être la deuxième chose que je peux souligner, c'est que on voit vraiment une différence dans l'insertion de ces jeunes entre ceux qui ont un soutien familial et ceux qui n'en ont pas, y compris les jeunes non accompagnés qui arrivent tout seuls, donc, mais qui peuvent être accompagnés par des familles suisses ou par des personnes en Suisse qui vont les accompagner comme des parents de substitution, si on veut, tout en tenant compte de leur âge. Où il me semble qu'individuellement, ça fait une grande différence. Merci beaucoup. Est-ce que, Véronique, tu veux rebondir sur cette remarque? Non, je suis complètement d'accord sur l'importance de la société civile et des ONG. L'idéal, c'est quand il peut y avoir une collaboration entre les politiques et les ONG. D'où le fait que ces conférences internationales dont je parlais, la première avait été à Oslo, la deuxième en Argentine, la troisième en Espagne et la prochaine au Nigeria, sont très importantes parce qu'elles regroupent de façon extrêmement rare les ministères de la Défense, de l'Éducation, des Affaires étrangères et puis la société civile. Moi, je pense que la meilleure façon pour arriver à adresser ces problèmes-là, c'est vraiment une collaboration entre ces différents acteurs. Oui, sans oublier les acteurs de la santé qui ont vraiment un rôle complètement à jouer. Exactement. Ouais. Très bien. En tout cas, ceci nous donne l'impression qu'on peut avancer, qu'il y a des moyens d'aller de l'avant, de faire avancer cette cause importante. Il me semble que les questions se sont plus ou moins taries. Il me semble aussi qu'il est un temps raisonnable pour vous permettre de retourner dans vos foyers, d'aller manger. Je me réjouis beaucoup d'avoir pu entendre, Véronique, ton action, le récit de ton action si importante. Je me réjouis d'avoir pu réunir un beau panel de participants. Merci à tous. Je voudrais encore ajouter que j'ai reçu des excuses en toute dernière minute de Madame Kitsos qui nous a souhaité une bonne réunion. Madame Kitsos est la nouvelle conseillère administrative à la tête du département de la cohésion sociale et de la solidarité et à la ville de Genève. Et c'était important de savoir que nous étions accompagnés par ce message de soutien de sa part. Alors, je crois que nous pouvons, sur ces paroles, nous séparer. Je voudrais encore une fois remercier chacun d'entre vous, le comité,
les membres de l'association, les visiteurs qui ne sont pas encore membres, mais qui sûrement auront envie de le devenir dès demain. Et puis Véronique pour cette très belle prestation. Merci à chacun, à chacune d'entre vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, ne tombez pas malade et restez avec nous dans l'action kortchakienne l'année prochaine. À très bientôt et bonne soirée.